Les funérailles d'État d'Élisabeth II ont débuté ce lundi matin à Londres. Une émouvante cérémonie religieuse s'est tenue dans l'abbaye de Westminster. Kiev accuse Moscou d'avoir bombardé la centrale nucléaire de Pivdeno-Ukrainsk, la deuxième plus grande d'Ukraine, dans la nuit de dimanche à lundi. Les funérailles d'État d'Élisabeth II ont débuté ce lundi matin à Londres. Le cercueil de la reine défunte a quitté Westminster Hall, où il était exposé au public depuis plusieurs jours, pour rejoindre l'abbaye de Westminster. Dans le cortège étaient présents les enfants de la reine, la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Edward et le roi Charles III, mais également l'héritier du trône, William, prince de Galles, et son frère Harry, duc de Sussex. Le cercueil a été soulevé puis transporté dans l'abbaye de Westminster, suivi par les membres de la famille royale et par près de 2000 invités de marque. Le chef spirituel de l'église anglicane, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a rendu hommage à la monarque et à sa vie consacrée au service de la nation et du Commonwealth. La première ministre britannique, Liz Truss, a également prononcé un discours. Une cérémonie remplie d'émotions à laquelle ont participé des dirigeants du monde entier. Parmi eux, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Élisabeth II sera inhumée en fin de journée à la chapelle Saint-Georges aux côtés de son époux, le prince Philippe. Des centaines de milliers de personnes ont suivi ce lundi le cortège funéraire d'Élisabeth II à Londres. Des écrans géants étaient disposés à travers la ville pour pouvoir assister à distance à la cérémonie. Beaucoup ont attendu pendant plusieurs heures à l'extérieur pour apercevoir le corbillard transportant le cercueil de la reine. J'attends depuis 6 heures du matin. Nous avons essayé de nous rapprocher de Hyde Park Corner et de l'Arche de Wellington où le cercueil devait être transféré dans le corbillard, mais nous n'avons pas pu nous approcher davantage. J'ai été dans l'armée pendant 10 ans et j'ai juste senti que je devais venir et faire ça pour dire au revoir et merci pour tout ce qu'elle a fait. Tout le monde est ici pour rendre hommage à la reine et les gens s'ouvrent simplement les uns aux autres. Ils se parlent, ils sont amicaux et il y a un sentiment massif de communauté. C'est ce que la reine aurait voulu. Forte affluence à Édimbourg également, en Écosse. La foule s'est rassemblée à Holyrood Park pour suivre l'événement sur écran géant. Partout au Royaume-Uni, mais également dans le monde, les yeux étaient rivés ce lundi sur les télévisions pour suivre les funérailles du siècle. Les courses hippiques ont incontestablement été l'une des grandes passions d'Élisabeth. Elle monte à cheval dès son plus jeune âge et accompagne régulièrement ses parents sur les champs de course. Après le décès de son père, le roi George VI, la princesse devient reine et n'hérite pas seulement de la couronne, mais aussi des chevaux de course de la famille royale. Élisabeth perpétue la tradition et enregistre de nombreuses victoires. La reine était très impliquée dans les courses hippiques en tant qu'éleveuse et propriétaire de chevaux, mais aussi en tant que propriétaire d'un hippodrome, puisque celui d'Ascot appartient à la couronne. Mais elle était avant tout une fan de course. Elle adorait ce sport et de par sa position, elle y était aussi très impliquée. Élisabeth II aimait aussi le football. En 1968, la reine avait rencontré celui que l'on surnommait le roi Pelé au Brésil. Elle avait découvert, aux côtés de son mari, le prince Philippe, la ferveur du Maracanã à l'occasion d'un match de gala.
C'est aussi elle qui avait remis 2 ans plus tôt la Coupe du Monde au capitaine de l'Angleterre Bobby Moore au stade de Wembley. Un moment gravé à jamais dans les mémoires des fans de football britannique. Sur ces images, la centrale nucléaire de Pivdeno-Ukrainsk bombardée dans la nuit de dimanche à lundi. La puissante explosion a eu lieu à 300 mètres des réacteurs de la 2e centrale, la plus grande d'Ukraine, qui fonctionne encore normalement. Aucune victime n'a été signalée, mais plus d'une centaine de fenêtres du bâtiment ont été endommagées. L'opérateur nucléaire ukrainien Energoatom a accusé la Russie d'avoir attaqué le site situé dans le sud du pays. Si Moscou n'a pas encore répondu à ces accusations, le ministère russe de la Défense a diffusé des images de militaires lançant des attaques contre des positions et des infrastructures de l'armée ukrainienne. Les forces ukrainiennes continuent de consolider leur position sur la rive est de la rivière Oskil dans la région de Kharkiv, malgré les efforts de la Russie pour les contenir, indique l'Institut pour l'étude de la guerre dans sa dernière évaluation. L'Institut ajoute que les forces russes ont continué de frapper les zones frontalières le long de la région de Kharkiv-Belgorod et ont mené des assauts terrestres limités au nord de la ville de Kharkiv. Les forces russes ont subi des pertes dévastatrices en hommes et en matériel dans leur combat pour l'est de l'Ukraine, et notamment lors de la contre-offensive ukrainienne de Kharkiv. La région de Donetsk est la seule zone d'Ukraine où les forces russes tentent encore des opérations offensives sur le terrain. Dans le sud, la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kherson progresse néanmoins et les forces russes semblent tenter de la ralentir et de se replier sur des positions plus défendables plutôt que de l'arrêter net ou de la repousser. L'Institut pour l'étude de la guerre estime que les forces russes tentent vraisemblablement d'effectuer un retrait dans la région occidentale de Kherson. Il est probable que les forces ukrainiennes regagnent une grande partie, voire la totalité de la région de Kherson occidentale dans les semaines à venir si elles continuent à empêcher les communications terrestres russes et qu'elles poursuivent leur progression. Les autorités russes démentent cette information, affirmant que leurs forces ont repoussé la contre-offensive ukrainienne à cet endroit. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les frappes russes sur les infrastructures civiles, notamment un réseau électrique et un barrage, s'étaient intensifiées. Alors qu'elle est confrontée à des revers sur les lignes de front, la Russie a probablement élargi les cibles qu'elle était prête à frapper dans le but de saper directement le moral du peuple et du gouvernement ukrainien, a-t-il déclaré dimanche. Ce week-end, plusieurs centaines d'Arméniens et d'Arméniennes se sont rassemblés dans la capitale Erevan en marge de la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. Les manifestants qui ont salué sa venue remettent en cause l'adhésion de l'Arménie à l'OTSC, l'Organisation du traité de sécurité collective. Cette alliance militaire, fondée en 2002 et dirigée par la Russie, se veut l'équivalent de l'OTAN en Eurasie post-soviétique. Les États-Unis et l'Europe sont notre dernier espoir. Je suis ici aujourd'hui parce que je veux que nous sortions de l'OTSC. L'OTSC est devenue une organisation inutile pour notre État. Elle ne fait rien. Elle ne l'aide pas. Cette chose qui s'appelle l'OTSC n'est là que pour défendre les intérêts russes. Cette organisation devait aider l'Arménie pendant la guerre et elle ne l'a pas fait. Ce dimanche, Nancy Pelosi a accusé l'Azerbaïdjan d'être à l'origine d'attaques illégales et meurtrières sur le territoire arménien la semaine dernière. Des attaques qui ont fait plus de 200 morts côté arménien, selon Erevan. Elle a également rendu hommage aux plus de 1 million de victimes du génocide des Arméniens en 1915. Plusieurs milliers de manifestants anti-LGBT ont défilé ce dimanche à Istanbul. Pendant cette mobilisation, la plus grande de ce genre en Turquie, les organisateurs réclamaient la fermeture de toutes les associations LGBT et l'interdiction de leurs activités. Ils affirmaient également avoir recueilli plus de 150 000 signatures pour exiger une loi interdisant ce qu'ils appellent la propagande LGBT. La manifestation a provoqué l'indignation des groupes de défense de droits de l'homme à travers le monde, comme ILGA Europe, qui a tweeté que la Turquie doit assurer la protection de tous ses citoyens. Les marches des fiertés sont interdites en Turquie depuis 2015, mais l'inquiétude concernant les droits des minorités sexuelles dans le pays grandit chaque année. Hayır demek için